Pierre Colessa, bonjour. Bonjour. Pierre Colessa, vous êtes essayiste, ancien haut fonctionnaire. Mais comme le veut la tradition de l'émission, j'aimerais vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous? Qui est Pierre Colessa? Écoutez, moi je vais parler de ma vie professionnelle, vous avez familiale, ça va, donc ça n'intéresse personne. Ma vie professionnelle, moi j'ai commencé par faire des études d'histoire, et puis j'ai passé l'agrégation d'histoire, j'ai enseigné pendant quelques années, puis au bout de 5 ans, j'ai un cycle d'emmerdement de 5 ans, c'est-à-dire tous les 5 ans je change de métier. Et donc je m'ennuyais un peu, j'ai passé l'ENA, et au sortir de l'ENA, j'ai été juge administratif. Juge administratif, c'était une première expérience extrêmement intéressante, puisque c'est le cas où l'administration dysfonctionne, c'est-à-dire qu'un citoyen considère qu'il est maltraité par l'administration, qu'il est victime d'une décision qu'il ne partage pas, etc., etc. Bon. Il y a une partie de cette activité du juge qui est très intéressante, qui est en particulier les mesures d'expulsion des étrangers. Et il y a une jurisprudence très ancienne du Conseil d'État, effectivement, qui considère que quand un étranger victime d'un arrêté d'expulsion saisit le tribunal administratif, il y a deux dossiers. On ouvre deux dossiers, un dossier de sursis à exécution, c'est-à-dire un dossier de l'urgence. Et ça permet de renvoyer le dossier au fond un peu plus tard, parce que ce sont comme toutes les structures judiciaires, c'est très surchargé de boulot. Et dans le dossier de sursis à exécution, c'est celui qui donne pour le pouvoir au juge de suspendre la mesure administrative. Il y a deux conditions. La première, c'est que effectivement la décision administrative crée un préjudice difficilement réparable. Alors ça, par nature, le Conseil d'État l'estime depuis longtemps que ça participe de cette décision, de ce genre d'appréciation. Et puis la deuxième condition, c'est que dans le dossier au fond, il y a un argument de droit qui tienne debout. Bon, or il y en avait un puisque ce type était père d'un enfant né en France, donc en général on était post-Mitterrand, il n'y avait aucun doute sur le fond qui serait annulé. Mais ce qui est intéressant dans le dossier de sursis, c'est qu'on avait le dossier de police. Et le dossier de police montrait que ce type, qui disait qu'il était père d'un enfant né en France, non seulement il s'en occupait pas, mais en plus il frappait son ex-femme quand il la voyait. Bon. Donc la question du débat jurisprudentiel est intéressante parce que moi je disais, mais attendez, on lui crée pas un préjudice en le privant du droit de frapper sa femme. Et les autres me disaient, mais oui, mais non, le Conseil d'État estimait que par nature... Je dis oui, d'accord, mais enfin dans ce cas-là précis, il n'avance pas l'argument qu'on lui crée un préjudice difficilement réparable parce que c'est pas un droit constitutionnel de frapper sa femme. Et donc j'ai dit non, moi je vote pas le sursis. Donc il a fallu 2 heures ou 3 heures de délibérer pour que finalement je l'emporte, donc il n'y a pas eu de sursis. Ça changeait rien parce que de toute façon vous savez ensuite comment ça se passe, mais c'est intéressant parce que c'était une première expérience professionnelle où c'était la culture du droit. On est dans un état de droit et la culture du droit fait que le droit a parfois pas beaucoup de contact avec la réalité puisque évidemment on se juge en tant que juriste. L'argument de mes collègues, c'était de dire on va être annulé au Conseil d'État. Si on est annulé dans 5 ans, tant pis. Bon. Ensuite, j'ai changé de métier. Je suis passé effectivement à différents endroits. Je suis passé à Matignon pour m'occuper des aides à la presse. Après, je suis passé au ministère de la Défense, où c'est là que j'ai passé le plus de temps, une vingtaine d'années, mais en faisant toutes les fonctions, sauf de l'administration. C'est-à-dire, j'ai fait du renseignement, des affaires stratégiques, de l'exportation d'armement, etc., etc. Et puis, les 10 dernières années, j'ai travaillé dans une société d'intelligence économique créée par un ami, voilà. Puis avant de devenir un retraité heureux. Donc voilà en gros le cursus. Et puis depuis que je suis en retraite, j'écris. Voilà. Notamment un livre en particulier, Vendre la guerre. Alors celui-là, c'est un des derniers parce que justement, j'ai passé une grande partie de ce temps au ministère de la Défense sur les affaires stratégiques. Or les affaires stratégiques, post-disparition de l'URSS, c'était intéressant parce qu'il fallait prendre les crises non pas en se disant qu'est-ce que vont faire les soviétiques, mais qu'est-ce qui se passe dans cette crise-là. Voyons, la méthodologie changeait complètement. Et on le voyait avec la Yougoslavie, puisque finalement, si vous voulez, on avait un État fédéral, donc dans lequel chacune des minorités était normalement respectée par la structure politique, qui était l'héritage de Tito. Enfin, Tito, c'est un homme qui avait une poigne de fer, donc on discutait pas beaucoup. Et dès qu'il est mort, ça a commencé à se déliter, et donc la question importante qui se posait, c'était, mais finalement, est-ce qu'il faut aider à préserver le système titiste fédéral, ou est-ce qu'au contraire, il faut pousser aux indépendances? Bon. Vous voyez bien qu'on est dans un nœud du droit international, parce qu'on a deux principes contradictoires en droit international. C'est le respect de l'intégrité territoriale des États, et en même temps le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or là, on était exactement dans la mayonnaise, si vous voulez, où on pouvait privilégier un point ou l'autre. Bon. Et puis, à la suite de ça, si vous voulez, effectivement, se sont enchaînées d'autres crises, parce que avec la disparition de l'URSS, une des crises les plus importantes, c'était avant que je passe aux affaires stratégiques, c'était la crise du Koweït. Pourquoi la crise du Koweït? Parce que donc c'est la première crise post-guerre froide. L'URSS en pleine crise ne s'y oppose pas et donc on va constituer une coalition de 35 États pour aller défendre la grande démocratie qui est le Koweït.
attaqué par cet ancien moderniste devenu dictateur, Saddam Hussein. Bon. Pourquoi je dis ancien moderniste? Parce que quand il se battait contre l'Iran, c'était l'homme de la modernisation. Quand il se bat contre le Koweït, c'est un nouveau Hitler. Je vous cite des choses dites à l'époque. Hein. Bref, pourquoi cette guerre est intéressante? Parce qu'elle a deux caractéristiques qui vont structurer le reste de la réflexion stratégique. La première, c'est que c'est une guerre annoncée. Guerre annoncée, on lui laisse 6 mois pour se retirer. Et pendant ce temps-là, toutes les chaînes de télé de la planète viennent s'installer. Bon. Et donc on sait, alors tous les jours, il fallait produire de l'information parce qu'il se passait rien. Alors il y avait la fille qui s'est égarée dans le désert, le reportage sur les troupes françaises, enfin bref. Donc c'est intéressant parce que ça vous dit qu'il y avait 2 chaînes d'infos en continu à l'époque, c'était CNN et la 5, et donc il fallait produire de l'information même s'il n'y en avait pas. La deuxième caractéristique, c'est que l'armée de Saddam Hussein était présentée comme la 4e armée du monde. Bon, je ne sais pas qui fait la classification, mais j'ai jamais réussi à savoir qui était la 3e. C'est intéressant parce que quand on va battre la 4e armée du monde en 120 heures, c'est-à-dire même pas 4 jours, vous dites, attendez, il y a tromperie sur la marchandise, on nous annonce une guerre, etc. Bon. Alors, ça va créer chez les Occidentaux une espèce d'hubris guerrière, c'est-à-dire nous avons les moyens militaires de résoudre un certain nombre de crises à la surface de la planète. Alors évidemment, la Yougoslavie, c'était pas la crise la plus simple, mais enfin, ça fait rien. Quand même, on estime que la présence de soldats occidentaux, par exemple à Sarajevo, va calmer tout le monde. On s'aperçoit que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais ensuite, on va enchaîner, si vous voulez, sur un certain nombre d'interventions dans des crises périphériques, jusqu'au 11 septembre. Alors, on en fait à peu près une dizaine, une quinzaine avant le 11 septembre, puis alors le 11 septembre, ça va déchaîner complètement la machine, puisque plusieurs caractéristiques pour le 11 septembre. Les services de renseignement sont piégés par quelqu'un qui connaissait bien, Ben Laden. Hein, il avait beaucoup aidé pour les talibans. C'était pas les talibans à l'époque. Attention, faut pas confondre. C'était les moudjahidines, c'était les combattants de la liberté. C'est les mêmes, hein, c'est pas grave. Mais à l'époque, c'était les combattants de la liberté. Deuxième chose, il a le génie stratégique de déplacer la guerre sur le territoire américain. Et ça surprend tout le monde, parce que les États-Unis n'avaient jamais connu la guerre sur le territoire. Hein. Ils connaissaient la guerre de sécession, mais enfin c'était pour les manuels d'histoire. Or là, tout à coup, en mondovision, vous avez l'écroulement des tours du World Trade Center avec ces avions qui se précipitent avec des attentats suicides, etc. Traumatisme immense, évidemment, dans la société américaine. 2 conséquences. Une sur laquelle on reviendra, c'est d'abord l'apparition des psys sur les plateaux télé. Il fallait cautériser le choc. Et donc les psys vont servir d'argumentaire pour dire mais le fou c'est l'autre, c'est Ben Laden. Et d'ailleurs on peut vous expliquer, il est schizo, il est parano, tout ce que vous voulez. On va le retrouver encore dans d'autres circonstances. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il faut une guerre. Bon. Et on a là ce tour de passe-passe extraordinaire du discours de George Bush en janvier 2002, où il va définir l'axe du mal. Vous vous souvenez, l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, il n'y avait ni Iraniens, ni Irakiens, ni Nord-Coréens dans les avions. Il y avait 15 Saoudiens, mais ceux-là, il les oublie. Donc ça, c'est pour vos auditeurs, c'est pour comprendre qu'en fait, une décision stratégique, c'est pas une décision prise à froid avec des objectifs. Il y a des gens derrière qui sont là pour dire attention, faut choisir tel ennemi, etc. D'où l'idée, si vous voulez, de vendre la guerre, c'est-à-dire effectivement comment vendre une guerre qui n'avait strictement aucune rationalité. Bon, vous connaissez la suite. L'Afghanistan d'abord. L'Afghanistan. J'aime bien ce pays, pour y être allé avant les Russes, hein, je veux dire. Les Russes, quand Brejnev décide d'envahir l'Afghanistan, le mec, il a été entouré de conseillers qui lui disent mais chef, vous inquiétez pas, l'Afghanistan on connaît, vous allez voir. Bon. 10 ans. Les Américains, après le 11 septembre, ils disent l'Afghanistan, Ben Laden est là-bas. Les talibans proposent de l'extrader vers un pays neutre, mais c'est pas grave, il faut une guerre. Donc Bush, qui n'avait jamais sorti des États-Unis sauf pour aller au Mexique quand il était étudiant, il a évidemment entouré de conseillers qui lui disent oui chef, vous inquiétez pas, on va s'en occuper chef. Bon, 20 ans. Et à la fin de tout ça, le retour des talibans. Donc vous voyez, en termes d'interrogation stratégique, on est en droit de se demander plusieurs choses. C'est pourquoi dans une dictature on envahit un pays, ça on peut comprendre, mais pourquoi dans une démocratie on convainc un chef d'État d'aller envahir ce pays, et pourquoi ce pays résiste. Parce que, si vous voulez, on a l'habitude de voir des cartes à plat. Alors, je sais bien qu'il y a l'Hindoukouche en plein milieu de l'Afghanistan, mais la géopolitique de l'Afghanistan est intéressante parce que c'est une zone dans laquelle se sont réfugiées toutes les populations qui étaient persécutées par les empires environnants. L'empire perse, l'empire indien, l'empire russe, etc. Et donc, chaque vallée est différente de la vallée à côté. Donc, vous pouvez toujours prendre la capitale, tout le monde s'en fout. Donc, vous pouvez clamer victoire dès que vous avez envahi la capitale, mais en fait, le travail ne fait que commencer, puis ensuite, vallée par vallée, etc.
Donc, au bout de 20 ans, les Américains s'en retirent. Et puis, il reste cette interrogation fondamentale, c'est le retour des talibans. Donc, il y a une identité afghane dans laquelle on s'était jamais penché. En tout cas, on n'en avait pas les moyens intellectuels. Bon. Et donc, ces exemples sont intéressants, encore une fois, parce qu'ensuite, après ça, il va y avoir l'invasion de l'Irak, l'invasion de la Libye, l'invasion de la Syrie, bref. Encore une fois, se vendre la guerre, c'est le complexe militaro-intellectuel sur lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire tous ces gens qui, à partir de plateaux télé, puisqu'on est maintenant dans des chaînes d'infos en continu, hein, la guerre se vit en live, comme elle a commencé à le faire au moment du Koweït, tous les jours, il y aura un débat sur quel est l'ennemi, qu'il faut faire, etc., qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et donc, ce sont plus les militaires, puisque l'ennemi russe a disparu, donc c'est pas une question de nombre de chars en Centre-Europe, c'est vraiment comment contribuer à la résolution de cette crise. Et toujours la solution, c'est de dire il faut envoyer du militaire, mais avec la différence essentielle, c'est que les gens n'y vont pas. Tous les conseilleurs, si vous voulez, BHL, c'est pas Régis Debray, c'est pas Malraux, ils vont pas prendre le fusil pour aller faire la guerre avec les talibans. Et donc vous avez une nouvelle situation sociopolitique qui est celle-là, c'est-à-dire que les plateaux télé sont peuplés de gens qui sont là pour expliquer où il faut envoyer du militaire. Alors, on est passé depuis à 4 chaînes d'infos en continu quand même, donc ça veut dire que c'est une grosse consommation d'experts. Parce qu'effectivement, une chaîne d'infos, 1 heure, c'est à peu près un quart d'heure d'information et de publicité, puis le reste, c'est du débat. Donc, il faut trouver des experts. Alors, donc, en général, il faut 4 experts pour chaque débat. Si vous utilisez ça par 4 chaînes, ça fait 16 experts, etc., etc. Donc, on a un renversement intéressant, c'est que c'est plus la connaissance du sujet qui fait l'expert, c'est l'apparition sur le plateau télé qui fait l'expert. Et donc, on est dans cette situation-là où, si vous voulez, le couronnement d'une carrière, c'est effectivement d'apparaître sur un plateau télé pour dire quelque chose sur tel sujet d'actualité. Surtout quand il s'agit, encore une fois, de sujets guerriers. Un exemple qui est très intéressant, c'est celui de la Somalie, parce que la Somalie, pays constitué après les indépendances par la réunion de la Somalie italienne et de la Somalie anglaise, c'était vraiment un espèce de pays de bricolo. Alors, il y avait un dictateur qui avait assuré la solidité, c'était Siad Barré. Quand il est renversé, à ce moment-là, ça devient, si vous voulez, une guerre de clans, etc. Bon. Il y a une famine, donc les organisations internationales envoient de l'aide alimentaire, etc. Et cette aide est pillée par des chefs de guerre. Bon, c'est inadmissible, piller de l'air. Alors, j'en parle avec Broman, ancien patron de MSF, qui me dit, écoute, moi, mes équipes sur place me disent que les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs, ils ne revendent pas. Ils alimentent leur clan. Donc, si on augmente la quantité, on devrait réduire la conflictualité. Et pendant qu'il est en train de plaider ça, Kouchner lui-même, ancien humanitaire devenu ministre, décide la guerre. Vous voyez, donc on est dans des mécaniques dont la sociologie a complètement changé. Et effectivement, toujours cette idée en arrière-fond que les moyens militaires dont on dispose sont évidemment de nature à résoudre, à faire peur à tout le monde. L'autre exemple aberrant, vous le connaissez, c'est la Libye. Voilà, la Libye, quand il y a l'insurrection populaire contre Kadhafi, BHL se paye le voyage, parce qu'il a de l'argent, hein, donc il peut se voyager sans difficulté, il va voir les insurgés, et il en revient, et il dit à Sarkozy, alors Sarkozy avait eu un rapport ambigu avec Kadhafi, ça j'y connais rien, mais enfin il était soupçonné bref. BHL le convainc que justement il faut aider les insurgés. Donc on obtient un mandat de l'ONU, un mandat d'interdiction de survol aérienne, c'est-à-dire qu'on veut priver Kadhafi de son élément de supériorité militaire, c'est-à-dire son aviation. Donc des flottes françaises et anglaises sont là pour empêcher que la flotte libyenne ne puisse décoller. Et puis à un moment commence à courir le bruit qu'il y a une colonne de chars qui est en train de se diriger vers Tripoli où sont les insurgés, et donc il faut l'arrêter. Et donc sans accord onusien, les Français et les Anglais décident d'intervenir au sol, donc de bombarder cette colonne de chars, puis ensuite vous la connaissez, Kadhafi se rend compte qu'il a perdu, il est attrapé par les insurgés, il est lynché, etc. Bref, la conséquence de tout ça, vous la connaissez, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de Libye, que le pays est divisé en deux, qu'il y a une guerre civile qui se poursuit, que c'est la zone d'entrée maintenant de tous les subsahariens qui ont envie d'émigrer vers l'Europe. Et BHL, si vous voulez, 2 ans après son exploit, expliquait encore, tant mieux si j'y suis pour quelque chose. Donc, si vous voulez, ça c'est aussi une caractéristique des intellectuels du complexe militaro-intellectuel, c'est que ce sont des intellectuels téphales, c'est-à-dire aucune critique n'accroche. Voilà. Donc, voilà quelques éléments, si vous voulez, des travaux sur lesquels je travaille aujourd'hui. Enfin, que j'ai travaillé, disons. Alors justement, on parlait des anciens conflits, mais il y a des nouveaux conflits aujourd'hui, il y a une multiplication des conflits dans le monde. Je pense à la guerre russo-ukrainienne, je pense à la Palestine, à Israël, et bien d'autres, parce qu'il y a le Congo aussi, enfin il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont en guerre, même si certains sont plus bankable, je dirais, que d'autres.
pour les médias, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un traumatisme de la part de l'Occident de son ancien interventionnisme? J'ai l'impression qu'on n'intervient plus. Oui, ça c'est effectivement, ça c'est un sujet sur lequel je suis en train de travailler pour un nouvel essai, ce que j'ai appelé Victimisation et repentance, sous-titre La maladie auto-immune de l'Occident. Pourquoi ça? Parce que entre l'Occident triomphant du début du XXe, qui a fait la révolution industrielle, qui a colonisé la planète, etc., qui va quand même se payer 2 guerres mondiales, la première étant quasi exclusivement européenne, elle s'appelle mondiale, mais elle est européenne. Il y a juste le Japon qui en profite, mais sinon c'est tout. La deuxième guerre mondiale, cette fois elle est vraiment mondiale, et la première c'était 20 millions, la deuxième 50 millions de morts. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant qu'on crée la justice internationale, donc le tribunal de Nuremberg, le tribunal de Tokyo, on reprend la recolonisation. C'est-à-dire que les émeutes de Sétif se passent pendant le tribunal de Nuremberg, les bombardements d'Haiphong aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans la logique, bon, les Allemands nous ont causé du tort avec cette guerre, mais on va reprendre la main. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, encore une fois, parce qu'on est dans un système, si vous voulez, où la légitimité ou la suite logique, c'était on revient aux anciens systèmes. Donc le Sétif, je crois que c'est 6 000 morts, Haiphong ça doit être 10 000, parce que Haiphong ça a été un bombardement maritime naval, donc c'est plus facile dans ce cas-là. On peut... Bref, l'Algérie, 8 ans de guerre, pour finalement aboutir à l'indépendance. Le Vietnam, c'est pire, c'est 30 ans de guerre, parce que si après les Français, il va y avoir les Américains. Et tout ça, au bout du compte, pour finalement reconnaître que le Vietnam est une entité à part. Évidemment, on se sert d'un argument qui est celui de la guerre froide, c'est-à-dire ce sont des communistes. Peut-être, mais enfin, c'est eux qui s'identifiaient à l'identité nationale vietnamienne. Donc, vous voyez cette viscosité du processus, le rôle que jouent les uns et les autres, c'est-à-dire leur absence totale d'intérêt pour la crise elle-même, mais de raisonner par rapport aux politiques français en disant on ne peut pas ne pas, vous voyez, par exemple. C'est ça qui explique très souvent l'interventionnisme et que vous avez raison de constater aujourd'hui qu'on est à la limite de cette époque-là, parce que après la Somalie, par exemple, quand ils perdent 20 types en essayant de prendre le port de Mogadiscio, les Américains se retirent sans même nous informer. C'est-à-dire le contingent français ne sait pas que les Américains plient bagages et s'en vont. Et après ça, les Américains ils disent l'Afrique, c'est pas nous, on s'en occupe plus. De fait, quand on ira au Rwanda à cause du génocide, ils voudront pas venir. Donc vous avez effectivement une espèce de phase de retrait, et aujourd'hui on le voit avec la France et avec le Mali, c'est-à-dire que si vous voulez, tout le système France-Afrique est en train de s'écrouler. Bon. Donc on est bien face à quelque chose qui est un retrait de ce qu'était l'interventionnisme occidental de la décennie 90, avec effectivement un constat qui est quand même assez grave, parce que pour l'Afrique en particulier, on est passé de l'ingérence au désintérêt. Est-ce que les Africains s'en sentiront mieux? Vous savez, l'Afrique aujourd'hui, c'est quand même des dynasties de dictateurs qui passent le pouvoir à leurs enfants, qui n'ont pas plus constitué le développement économique de leur pays, etc. Et donc, on est sur des choses, si vous voulez, qui sont très, très, très différentes. Et je ne sais pas où ça va aller. Donc, il y a effectivement une espèce maintenant de prudence des Occidentaux sur ce qu'on va appeler l'ingérence, l'interventionnisme, les actions militaires, etc., etc. Est-ce que ça va calmer la planète? Ça, j'en doute. Et sans parler de l'Occident, plus particulièrement la France, comment est-ce que vous voyez la politique étrangère d'Emmanuel Macron, surtout parce que c'est le président maintenant depuis... il va faire 10 ans de mandat, donc Il va faire 10 ans de mandat. Il sera président pendant... De toute façon, il n'y a pas de raison qu'il... Oui. Il a été élu démocratiquement. Justement, vu qu'on a du recul maintenant sur toutes ces années, comment est-ce que vous voyez sa politique étrangère? Écoutez, moi, j'ai pas spécialement... Non, le débat politique français, il est d'un misérabilisme étonnant. On dirait que l'opposition n'a qu'un seul programme, c'est destituer Macron. C'est pas une politique, ça. Il n'y a pas de force politique majeure. Aux dernières élections, il y a eu 3 forces politiques, donc qui constituent le gouvernement qui peut, avec des gens qui veulent bien. Et donc, l'idée de présenter une espèce de procédure de destitution par la France insoumise, c'est ridicule. Alors, on sait bien qu'il n'y a pas de centre de gravité politique assis en France, donc même si Macron démissionnait, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon. Donc, on est face à une situation où, en politique étrangère, Macron, moi, je trouve qu'il s'est pas mal démerdé. Sa dernière prise de position est intéressante, puisque, si vous voulez, il y a 2 choses qui sont très contradictoires dans les décisions récentes de Macron.
Pour Gaza, il s'est prononcé effectivement pour que les Israéliens arrêtent de bombarder Gaza, et en même temps en disant mais il y a en plus une recolonisation de la Cisjordanie. Ça lui vaut les attaques de une grande partie des élites juives françaises. Et le deuxième cas, c'est le soutien aux Arméniens sur le Haut-Karabakh. Ce qui est intéressant dans ces deux cas, c'est que, si vous voulez, vous avez deux diasporas qui chacune ont vécu un drame. Hein, le génocide arménien de 1915, évidemment la Shoah pour les Juifs. Or, cet argumentaire de la victimologie, on l'a opposé qu'à des populations qui avaient rien à voir. Les Palestiniens, ils y étaient pour rien. C'est eux qui vont payer la note, mais ils y étaient pour rien. En Arménie, l'Azerbaïdjan était russe, donc c'est pas eux qui ont participé au génocide, c'est les Turcs qui ont fait le génocide. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'Arménie qui déclenche la guerre en 92, quand l'URSS se décompose, avec l'idée de joindre le Haut-Karabakh. Alors, cette guerre, rapidement, c'est 200 ou 250 000 déplacés arméniens, il doit y avoir 400 000 Azéris déplacés. Bon. C'est pas une guerre anonyme, simplement c'est une guerre lointaine, donc on dit, ouais, bon, pas tout. Bon. Or, le Haut-Karabakh, encore une fois, c'est le même argumentaire, cette terre était à nous il y a 2500 ans, donc partez. Or, le Haut-Karabakh, il avait été ottoman, il avait été russe, il avait été persan, etc. Donc, l'argument en disant le point zéro, c'est celui le mien, c'est le même argument que les Juifs, si vous voulez, en disant mais Israël, on y était là-bas. Donc, on est face à une situation qui est assez intéressante parce que évidemment les Azéris vont jouer le match retour, c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière, et comme eux, ils sont pétroliers, et que l'Arménie est quand même un pays très pauvre, hein, l'Arménie ex-soviétique est un pays qui se vide géographiquement, parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'il n'y a pas de ressources, etc. Donc, vous voyez, cette idée de cimenter l'identité à travers une guerre, c'est une tentation classique. Hein. Mais est-ce que l'argument, c'est justement, on était là avant et c'est une terre ancestrale, ou est-ce plutôt les persécutions, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas vivre correctement, les Arméniens qui étaient en Artsakh, et de même pour les Juifs qui vivaient en Israël quand c'était encore la Palestine. Il y avait des persécutions, il y avait aussi, voilà, ils pouvaient pas vivre correctement. Mais ils étaient sous l'autorité d'une puissance tierce. C'était la Russie, c'était les Soviétiques, si vous voulez. À l'époque de 47, c'était le mandat anglais. Hein. N'oubliez pas quand même que pour constituer l'indépendance d'Israël, les sionistes, le groupe Stern en particulier, fait des attentats terroristes. Donc on peut pas aujourd'hui dire, regardez, les Palestiniens font du terrorisme, alors que la base même, si vous voulez, de ce qui a été justement cette fracture pour obliger les Anglais à s'en aller, c'était de faire du terrorisme. Encore une fois, le comte Bernadotte, qui était le représentant de l'ONU, il y avait un officier français qui était dans la voiture également. Et donc, le terrorisme n'est pas un ennemi, le terrorisme c'est un moyen d'action. Alors, selon que vous décidez que le terrorisme c'est bien ou que le terrorisme c'est mal, vous voyez bien que vous en oubliez certains épisodes. Donc, moi, comme je suis ni juif ni musulman, je suis laïque, je suis tout ce que vous voulez, mais sauf identitaire, si vous voulez. J'aime bien rappeler ces épisodes parce qu'encore une fois, chacun se construit son histoire. Les musulmans qui étaient là-bas, effectivement, ils étaient sous l'autorité. Rappelez-vous quand même que une des caractéristiques de l'Occident triomphant, c'est le découpage de la planète. Quand on fait le traité de Versailles, l'Empire ottoman ayant perdu la guerre, bon, il n'y a pas de problème, on prend une grande règle avec un crayon rouge et on dit, bon, ça c'est à toi anglais, ça c'est à moi français. Ouais. C'est pour ça que dans cette région du monde, vous n'avez que des frontières avec des lignes. On sait bien que les mecs, ils n'allaient pas se demander qui était là. Donc, ils créent du problème pour l'avenir, puisqu'ils créent des entités nouvelles, dans lesquelles il n'y a pas d'homogénéité sociale, si vous voulez, ni ethnique. Et donc, vous voyez, les pauvres Kurdes, ils ont payé la facture. Eux, alors, ils n'arrêtent pas. Donc, ils ont réussi à se faire taper dessus par les Syriens, par les Irakiens, par les Turcs, etc. Bon. Donc, en Afrique, on a fait pareil au moment des décolonisations. On a dit, bon, attendez, l'AOF et l'AEF, on va les diviser comme ça. C'est-à-dire, je vous prends un exemple. Le Tchad. Quand j'étais au ministère de la Défense, le ministre, un des ministres, lequel nous dit, bon, faites-moi une étude sur comment résoudre la crise tchadienne. On avait transformé la question en pourquoi depuis 40 ans nous ne cessons de résoudre la crise tchadienne. Parce que la structure même du Tchad est une structure déstabilisée. Quand vous réunissez dans une même découpage nord-sud des réservoirs à esclaves, des royaumes esclavagistes et des trafiquants d'esclaves, en général, vous avez du mal à constituer une identité nationale. Les trafiquants d'esclaves étant les Toubous, les Sahara étant le réservoir à esclaves. Vous voyez ce que je veux dire? On a donc des choses qui se sont faites sans aucun souci des populations. Et c'est pas le seul pays. Vous l'avez aussi au Mali, vous l'avez dans un certain nombre d'États, etc. Bon. Donc, on a de toute façon cette responsabilité qui est de l'histoire longue. C'est-à-dire qu'on a laissé... Alors,
pour continuer sur votre question, on est donc aujourd'hui dans l'époque du désintérêt. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces interventions militaires, finalement, n'ont pas donné les résultats escomptés. Rappelez-vous un certain nombre d'endroits d'où finalement on s'est retiré parce qu'on disait, bah, après tout. Il y a aussi les moments où on a refusé d'y aller. Rappelez-vous Chirac refusant d'aller en Irak parce que le camarade George Bush, lui, après avoir fait l'Afghanistan, encore une fois, il n'attend pas s'attaquer à l'Arabie Saoudite. Il va décider dans ce discours extraordinaire de s'attaquer à l'Irak. Et donc, il va démolir ce pays constitué après le traité de Versailles. 100 000 morts. Bon, enfin bon, est-ce que ça compte aujourd'hui? Pas dans les démocraties. C'était une guerre juste, donc on va pas faire du procès avec ça. Et donc, il va aboutir à cet état de vide politique qui est celui de l'Irak. Et heureusement, il s'est arrêté. Il n'a pas attaqué la Syrie, mais il était à deux doigts. Simplement, il voyait bien qu'il ça pataugeait en Irak, etc., etc. Et donc, vous voyez bien que il reste dans les démocraties, il y a un principe d'analyse que j'ai toujours trouvé scandaleux, c'est de penser qu'une démocratie c'est pacifiste par nature et qu'une dictature c'est belliciste par nature. Non, il y a des dictatures bellicistes, il y a des dictatures qui veulent pas se déstabiliser donc qui font pas la guerre, et puis par contre il y a des démocraties bellicistes. Et donc si on part de ce postulat, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre pourquoi une guerre se déclenche dans une démocratie, on voit bien qu'il y a un facteur historique, une espèce de facteur sociologique, etc. Vous savez que par exemple, quand Bush décide la guerre en Irak, il est soutenu en politique intérieure par deux courants qui sont les néoconservateurs, c'est-à-dire c'est l'opportunité de structurer la planète pour maintenir l'hégémonie américaine. Saddam Hussein étant le dernier, si vous voulez, élément avec Assad de résistance pour permettre la stabilité d'Israël. Et puis vous avez les néo-évangéliques. Les néo-évangéliques, donc eux, c'est les radicaux, c'est les salafistes du protestantisme. Ouais. Qui disent, eux, un argument totalement théologique, c'est-à-dire, il faut permettre la constitution du Grand Israël, parce que la constitution du Grand Israël est l'étape absolument indispensable au retour du Messie. Alors, vous savez que le Messie, c'est un problème, parce que pour les Juifs, il est jamais venu, enfin, pour les chrétiens, il est déjà venu. Mais enfin, comme Netanyahou est un type qui est pas idiot, il voulait pas se priver du soutien des néo-évangéliques, donc une fois, il y a eu une discussion assez cocasse, où ils se sont mis à parler de ça, et puis Netanyahou leur a dit, écoutez, le jour où le Messie arrivera, on lui posera une seule question, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens? Donc, ils sont restés bons amis. La suite, vous la connaissez, la destruction de l'Irak. Et donc, cette situation incroyable où nous, on a ce dernier réflexe gaullien de Chirac, refusant d'y aller, le discours de Villepin à l'ONU, quand même, qui pose les principes d'un nouveau monde plus stabilisé. Mais on a aux États-Unis un French bashing absolument extraordinaire. Moi, je me suis trouvé aux États-Unis quand Chirac est mort. Il n'y a pas eu une seule ligne dans un journal américain pour reconnaître qu'il avait raison. Pas une. Et à l'inverse, notre nouvel ennemi qui est la Russie. Pardon? Et à l'inverse, notre nouvel ennemi qui est la Russie officiellement a fait un hommage à Jacques Chirac. Ah bah oui, oui, d'ailleurs. C'est assez cocasse. Ben, à l'époque, rappelez-vous que les trois pays qui s'y étaient opposés à l'invasion américaine en Irak, c'était la Russie, l'Allemagne et la France. Donc, vous voyez, on avait quelque chose qui était une identité nouvelle, mais qui, évidemment, on était dans la pleine euphorie de la puissance militaire américaine, et donc, je suis sûr que les militaires américains ont dit, mais vous inquiétez pas, chef, on va s'en occuper, vous allez voir, vite fait, bien fait. Bon. Or, c'était un pays qui était d'une fragilité extrême. C'était la dictature de Saddam Hussein qui l'avait consolidé, qui l'avait. Donc voilà. Alors bon, parmi les épisodes cocasses aussi qui ont précédé, et ça c'est un élément qui par contre est beaucoup plus pérenne, ça a été la révolution iranienne. Pourquoi je cite ça? Parce que vous savez, nous on était dans l'époque de Marx et de Freud, la religion est un facteur résiduel qui va pas tarder à disparaître. Or on voit une révolution contre un mec qui se présentait comme moderniste, qui était le Shah d'Iran, par un type qui était un vieux réac théologien, qui était Khomeini. Vous savez que quand Khomeini arrive à l'aéroport de Téhéran, il y a 2 millions de personnes qui viennent l'accueillir. Donc pour nous, Français, on peut considérer que c'était une révolution populaire. Bon. Or, on se rend bien compte effectivement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais on n'a pas les éléments intellectuels. Les Iraniens de France, par exemple, moi j'habitais à l'époque Cité Internationale, ils nous disaient, mais vous inquiétez pas, les mollahs, on va se les mettre dans la poche, c'est des vieux machins, etc. Et ainsi de suite, c'est lui qui les a éliminés. Et donc, encore une fois, on était face à une puissance dont on comprenait pas la logique. Alors, il va y avoir un épisode qui est très intéressant, donc c'est que les gardiens de la Révolution, enfin les jeunes révolutionnaires, vont attaquer l'ambassade américaine. Ils vont attaquer l'ambassade américaine, qui ne s'était pas, ils n'étaient pas partis, hein, ils étaient toujours là.
Et ils n'avaient même pas pris la précaution de déchiqueter tous les documents secrets défense. Quand les types ont envahi l'ambassade, évidemment, ils ont trouvé non seulement des documents secrets défense, mais en plus, ils ont récupéré toutes les petites machines, les petits morceaux de machines à déchiqueter, ils les ont confiés à des tisseuses de tapis qui ont reconstitué des documents qu'ils ont ensuite publiés montrant les multiples ingérences américaines dans la vie politique. Bon. Et alors, vous vous dites, condamnation occidentale parce qu'il y a violation de la traité de Vienne, une ambassade, c'est sacré, etc. Mais dans cette ambassade, vous trouvez toutes les preuves des ingérences d'un pays étranger. Bon, donc finalement, lequel viole la Convention de Vienne, je sais pas, mais en tout cas, il faut toujours se mettre dans la position de l'autre, parce que l'autre, lui, il a aussi son argumentaire. Bref, quand Saddam Hussein décide de faire le tour de l'Occident pour dire « Attendez, moi je vais lui faire la guerre, vous allez voir, ça va faire vite matin », nous, Occidentaux, on décide de mettre sous embargo le pays agressé qui va être l'Iran pour fournir des armes à l'agresseur qui est l'Irak. Bon. Ça n'a pas marché. 8 ans de guerre quand même, hein. 8 ans, c'est-à-dire 2 fois la guerre de 14, 800 000 morts du côté iranien, ça vous laisse des traces. Les types étaient obligés d'envoyer des jeunes volontaires sur les champs de mines pour qu'ils se fassent sauter pour que les soldats puissent passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous avez un martyrologue iranien qui a une consistance. Bon. Et encore une fois, face à un Occident qui pensait que c'était la justice, la démocratie, etc., tout ce qu'on voulait, mais non, on était dans une logique impériale classique. Bon, puis la fin, vous vous souvenez, Saddam Hussein, donc avec l'invasion du Koweït, va changer de catégorie puisque le modernisme devient le nouvel Hitler. Bon. Donc voilà, j'ai participé, si vous voulez, à ces qualificatifs-là, parce que évidemment sur les affaires stratégiques, c'était toujours la question la même, c'est-à-dire, bon, finalement, comment est-ce qu'on fabrique un ennemi et de manière à être sûr qu'on a la bonne conscience pour lui faire la guerre, quoi. Alors, tout à l'heure, on parlait d'interventionnisme. Est-ce qu'on n'intervient pas maintenant de manière différente? Je pense à la guerre russo-ukrainienne, où on intervient surtout à coups de dollars, en réalité. On a peut-être plus, et c'est une question d'ailleurs, est-ce qu'on a encore les moyens d'intervenir militairement parlant, ou est-ce qu'aujourd'hui on est plus dans un confort financier, on va plutôt financer la guerre par des proxys plutôt que d'intervenir? Ben, l'éclatement de l'URSS a créé une onde de choc, évidemment, qui est très difficile de comprendre. C'est-à-dire, si on se fixe sur l'Ukraine, c'est la maison mère de la Russie. Hein. Rappelez-vous quand même, ça part de Kiev, et puis ensuite ça va être la conquête de l'intérieur, et puis jusqu'au déplacement de Moscou, la capitale à Saint-Pétersbourg, puis ensuite à Moscou, bref. Et donc que les Russes aient un rapport particulier avec l'Ukraine, ça, c'est l'histoire qui le leur a constitué. Mais quand on fait en 1917 l'URSS, c'est-à-dire quand Lénine, puis surtout le camarade Staline qui était commissaire aux nationalités, il fait ce découpage administratif qu'on a connu pendant plus de 50 ans, 60 ans, en se disant toujours aucun État homogène. Il faut que Moscou garde les moyens d'intervenir. Donc si vous regardez le paysage de l'Asie centrale, par exemple, tous les États nouvellement indépendants, il n'y en a aucun qui est homogène. Donc préservons l'avenir, on ne sait jamais, on va pouvoir avoir à intervenir. Dans le cas de l'Ukraine, c'est un peu pareil, puisque finalement là on était dans une culture très proche des Ukrainiens et des Russes, et cette frontière administrative, qui dans la tête des Russes, des Soviétiques ne signifie rien, devient tout à coup une frontière internationale. Bon, imaginez-vous que tout à coup on décide que la Corrèze devient indépendante et qu'il faut avoir un passeport pour rentrer en Corrèze. Donc comme les Russes étaient des minorités dispersées un peu partout, hein, il y en avait dans les États baltes, il y en avait en Asie centrale, etc., cette espèce de crise qui va être justement cette perte de pouvoir de l'identité russe, et surtout cette affirmation d'identité nationale de ces nouveaux États indépendants qui vont adopter des langues locales, exclure le russe, etc., c'est ce qui se passe en Ukraine, puisque bien qu'il y ait un vieil apparatchik qui avait resté au pouvoir au moment de l'indépendance, en fait, il est vite renversé par la révolution de Maïdan, et une des premières décisions des Ukrainiens, ça va être de dire l'ukrainien est la langue nationale officielle de l'Ukraine. Bon. C'est pas tout à fait pareil que le russe, mais en gros, ça veut dire, bon, le russe n'est plus langue officielle. Est-ce que les types du Donetsk et du Donbass ont considéré que c'était une espèce de décision illégitime? Enfin, toujours est-il que, avant que Poutine n'intervienne, il y avait déjà un conflit. Simplement, vous voyez qu'on est à la contradiction du droit international, puisque si c'est le respect de l'intégrité territoriale d'un État, ça veut dire que Kiev avait le droit de massacrer. Si on considère que c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on considère que Poutine va s'appuyer sur ce principe-là. Et avant d'intervenir, il y avait déjà eu quand même entre 12 et 14 000 morts, si vous voulez, dans cette région. Donc en fait, vous voyez bien que dans quelle difficulté maintenant on se trouve, c'est qu'au moins l'avantage de l'Est-Ouest, c'est que ça gelait les crises. Tandis qu'aujourd'hui, ça les a dégelées. Et dégelées, c'est ce qu'on est en train de prendre d'ailleurs un peu partout, puisque vous voyez bien qu'il y a rétraction de l'ensemble de nos moyens, parce que une des premières décisions après la disparition de l'URSS, ça a été de réduire les budgets de défense. Ça paraissait logique, on entrait dans une ère de paix. Donc on n'a plus les moyens.
On a des moyens de projection, c'est vrai, mais on n'a pas de moyens de mener une guerre de grande intensité. Donc, on peut pas aider l'Ukraine en lui fournissant, si vous voulez, tout ce qu'il souhaite. Même si on fournit des Mirage 2000, il faut 5 à 6 ans pour former, ou 4 ans pour former un pilote, un vrai, pour qu'il ait les règles opérationnelles de l'OTAN, qu'il sache comment se comporter avec des avions selon qu'ils soient russes, qu'ils soient finlandais, ce que vous voulez. Bon. Donc c'est pas la guerre d'Espagne. C'est pas des mecs qui partent et qui vont faire le coup de fusil. On est dans une guerre dans laquelle, effectivement, il vaut mieux essayer de trouver une solution diplomatique, mais, alors, ce qui est le phénomène intéressant de l'Ukraine, c'est la personnalité de Zelensky. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui change les règles du jeu. C'est-à-dire, vous connaissez son histoire, c'est un ancien comédien qui va se faire élire justement contre l'ancien apparatchik, dont j'ai oublié le nom, et qui va tout à coup être le nouveau leader dynamique et jeune. Vous savez qu'il est toujours en uniforme, en t-shirt kaki, comme s'il était toujours à moitié militaire, etc. Et qui effectivement va symboliser ce pays nouveau, et qui vient ici, si vous voulez, dans les grandes rencontres internationales, en cassant tous les codes. Bon, donc, il s'adresse à l'opinion quand il vient ici. Il s'adresse pas aux décideurs. Il prend à témoin l'opinion que il est le représentant d'une nouvelle génération, etc. Donc, tout ça, c'est de la communication. C'est assez intéressant à démonter. Et vous voyez bien que Poutine, il n'a pas franchi le saut. Il n'a pas encore appris à rire, Poutine, par exemple. Donc, vous voyez qu'on est dans des logiques. C'est comme Staline. Quand on voyait rire, il fallait s'inquiéter. Ben là, c'est un peu pareil pour Poutine. Vous voyez qu'on est sur des questions d'image. Et évidemment, une partie importante, ce sont les fake news, c'est-à-dire comment est-ce qu'on agit sur l'opinion publique des Occidentaux, pour ou contre la Russie, pour ou contre l'Ukraine, etc. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans une guerre. On est dans un endroit où, effectivement, il faut arriver à faire du billard à 3 bandes, c'est-à-dire convaincre qu'il faut arrêter d'aider l'Ukraine, ou au contraire, qu'il faut arriver à convaincre qu'il faut aider l'Ukraine, vous voyez, donc. Et justement, ça me permet de faire le point de bascule avec les États-Unis, avec l'élection américaine qui va arriver d'ici là, enfin très rapidement. Aujourd'hui, dans le cas d'une victoire de Donald Trump, qu'est-ce qui va se passer selon vous pour l'Ukraine? J'ai l'impression quand même qu'il y a toute une partie des États-Unis qui ne veulent plus du tout, en fait, qui se recentrent sur eux-mêmes et qui veulent plus du tout cet expansionnisme, ce nouvel ordre mondial qui était effectivement très vendu dans les années du 20e siècle et même début du 21e. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça y est, les Américains en ont marre et qu'ils veulent au contraire un protectionnisme. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on n'est pas habitués. Enfin, la géopolitique des Américains, c'est quand même deux choses. Il y a une côte est, une côte ouest. Donc, une côte ouest qui regarde vers l'Asie, une côte est qui regarde vers l'Europe. Et puis, au milieu, vous avez le Middle West qui est une espèce de vide intellectuel extraordinaire. Enfin, quand vous êtes dans le Middle West, les mecs, c'est le résultat du baseball qui les intéresse. C'est pas de savoir si les Ukrainiens, ils en prennent plein la figure ou pas. Bon. Et donc, si vous voulez, cette géopolitique, encore une fois, de l'information aux États-Unis dépend beaucoup, encore une fois, des médias, des journaux locaux, de la structure fédérale aussi des États-Unis, il faut pas oublier ça. Eux, ce qui les préoccupe beaucoup, c'est l'arrivée des Mexicains et des Sud-Américains. C'est pas l'invasion des Ukrainiens, vous voyez. Donc, on est sur des règles où on pense on est dans la réflexion de pensée, si vous voulez, post-45, c'est-à-dire on a construit l'OTAN. L'OTAN est un élément important de la stabilité de l'Europe, et évidemment, beaucoup des États qui sont sortis du bloc de l'Est ont immédiatement demandé leur adhésion. Bon, là maintenant, avec l'Ukraine, on est déjà dans le dur, puisque c'est un ancien État soviétique, si vous voulez. On a laissé faire pour les Baltes, parce que les Baltes, c'était des micro-États, c'est pas dramatique. Bon. Par contre, l'Ukraine, on sent bien que ça ne passe pas. Et donc, c'est une question centrale, c'est-à-dire qu'on a Zelensky qui dit on veut entrer dans l'OTAN, et puis les autres qui disent on va y réfléchir, quoi. Et ça se comprend, encore une fois, parce que l'Ukraine est une espèce d'avancée, si vous voulez, qui rentre dans la Russie. C'est pas très loin de Moscou. Enfin bref. Donc, si on se met dans la tête des Russes, encore une fois, il faut de temps en temps faire l'effort de comprendre le contraire. C'est-à-dire, quand l'URSS éclate, donc on a tout à coup une géopolitique complètement différente. Or, l'URSS, non seulement va éclater, mais en plus, on va avoir une phase d'appauvrissement général, le rouble ne vaut plus rien, enfin, tous les circuits sont déstabilisés, etc. On n'a pas tendu la main à la Russie. Parce que on avait de toute façon ici des gens qui avaient toujours vidé l'idée avec l'idée que la Russie était la vieille menace. Vous voyez? Bon. Et donc, plus elle serait faible, plus ce serait stable. Or, c'était un peu le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aviez, avec l'arrivée de Poutine, qui va se débarrasser d'Yeltsin, qui est un ivrogne. Yeltsin arrivé à des conférences internationales, il était complètement bourré. Bon, ça donnait pas une image de la Russie, si vous voulez, qui poussait à
à stabiliser. Donc Poutine va arriver au pouvoir avec justement l'idée que il faut rétablir le statut de la Russie. Et encore une fois, il a un ancrage populaire. Moi, je ne connais pas suffisamment la Russie, mais enfin, même si les gens n'ont pas envie de faire la guerre, il reste qu'ils n'ont pas envie de se faire marcher sur la tête. Bon. Donc, on a fait la même faute, si vous voulez, qu'avec l'Allemagne après 18. L'Allemagne paiera puisque l'Allemagne est responsable de la guerre. Bon. Pendant longtemps, moi, quand je faisais mes études, le grand maître à penser des relations internationales, c'était Durosel. Pour Durosel, il n'y avait aucun doute. La guerre de 14, c'était évidemment les Allemands qui l'avaient provoquée. Les Français ils avaient été de la bonne cause, et puis, etc. Les massacres, les destructions s'étant passées en France, l'Allemagne paiera. Bon, vous connaissez la suite. La crise terrible que connaît l'Allemagne, et puis, finalement, un type qui va arriver, encore un qui va dire, je vais rétablir la dignité de l'Allemagne. Vous comprenez que les Allemands puissent y adhérer. Bon. Donc, vous voyez, on refait les mêmes erreurs, mais encore une fois, parce que on a du court terme, parce qu'on a des jeux politiques, parce que notre échéancier de référence, c'est les prochaines élections. Le type, il va pas dire qu'est-ce que va devenir la Russie dans 20 ans. Donc, on est dans des systèmes, si vous voulez, où chacun va se positionner par rapport au champ politique intérieur, même si c'est une question de politique extérieure. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de guerre et de relations entre les pays, c'est plus aussi évident qu'avant? Avant, c'était facile de désigner le méchant et le gentil. Ouais. Il y a une sorte de facilité. Il y avait un méchant, un gentil. Aujourd'hui, même, surtout par rapport au conflit russo-ukrainien, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe. On a du mal à déterminer qui est le véritable méchant, qui est le véritable gentil. Les deux ont d'ailleurs violé les accords de Minsk. Les deux pays ont violé les accords de Minsk. C'est très compliqué aujourd'hui d'établir l'ennemi. Oui, ça c'est une des caractéristiques aussi que je trouve très intéressante, c'est le fait que, puisqu'on a perdu la matrice idéologique qui était celle de la guerre froide, pendant la guerre froide, une crise n'avait d'importance que si l'autre risquait de l'instrumentaliser. Donc quand l'autre disparaît, plutôt que l'Ukraine, je vais vous prendre un autre exemple qui est celui du Congo. La crise la plus meurtrière aujourd'hui, c'est la crise du Congo. Or, on peut pas dire que nos interventions en Afrique, si vous voulez, en Somalie, au Tchad, etc., aient été couronnées de succès. Et donc, vous avez aujourd'hui au Congo la première guerre mondiale africaine. Parce que tous les États périphériques en deux mots, si vous voulez, l'histoire du Congo est tellement caricaturale qu'il faut le dire à vos auditeurs. Léopold II, le roi de Belgique, trouvait que la Belgique avait du retard à l'allumage dans la colonisation. Donc, il va constituer une association, je sais plus, interafricaine, je sais pas quoi. Il va organiser des conférences internationales et en fait, il convainc les trois impérialistes français, anglais et allemands que le Congo est une zone tampon, c'est mieux qu'on la maintienne pour éviter qu'ils se mettent en contact les uns avec les autres. Bon. Il va se faire donner à titre personnel le Congo. Personnel. Ça va être la propriété du roi des Belges. Bon. Il mettra jamais les pieds au Congo, hein, ne posez pas des questions idiotes, il ira jamais. Pourquoi je dis ça? Parce que il va mettre en place un système, il va faire la guerre d'abord aux esclavagistes swahili, arabo-swahili. Les esclavagistes arabo-swahili, c'est l'autre frange du commerce triangulaire, c'est-à-dire c'est les types qui prenaient des esclaves en Afrique pour les amener à Zanzibar, qui partaient ensuite vers les pays arabes. C'est bizarre, ceux-là, ils connaissent pas visiblement ce trafic d'esclaves. Le roi des Belges arrive à se faire financer des guerres contre les arabo-swahili pour, évidemment, lutter contre l'esclavage, bon, qui va remplacer par le travail forcé. C'est mieux présentable. Bon. Le travail forcé, ça voulait dire qu'il avait des mecs à qui il donnait un nombre de cartouches limité qui devaient pourchasser les types qui refusaient le travail forcé. Et alors, le nombre de cartouches était limité, et donc les types, pour montrer qu'ils avaient tué quelqu'un, il fallait qu'ils apportent la main du type. Il y a un livre qui s'appelle « Il pleut des mains » sur le Congo, qui est très intéressant parce que, évidemment, vous pensez bien quand le type avait faim et qu'il faisait un peu de braconnage, il utilisait une ou deux cartouches, donc il tuait un mec qui avait rien à voir, mais il ramenait une main. Il y avait une province du Congo belge, qui s'appelait l'Équateur, qui était le plus gros producteur de caoutchouc, etc., parce que justement, lui, il était celui qui appliquait le plus, si vous voulez, ces principes des mains coupées. Moi, quand j'étais gosse, je lisais Spirou. Spirou, c'est la presse catholique de l'époque, etc. Il y avait l'histoire de Stanley. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce personnage, c'était donc l'explorateur qui va retrouver Livingstone, qui était le premier explorateur du Congo. Et moi, je lisais ça, c'était formidable. Stanley, c'était le héros. Bon. Or, Stanley, parti sur cette expédition pour aller retrouver Livingstone, va signer plus de 200 traités avec des chefs locaux, qui sont complètement illettrés. Ces traités obligeant les chefs à fournir des produits et des hommes. Bon, et à la suite de quoi, évidemment, les Belges vont opposer tout le temps ces traités. Mais c'est pour vous dire comment s'est construite cette méthode qui, encore une fois, se faisait dans la plus grande méconnaissance du sujet, mais surtout la très grande bonne conscience dans laquelle on faisait tout ça.
Et donc, cette histoire du Congo, alors Léopold II, il est fini milliardaire, hein, je sais plus le montant de sa fortune, mais enfin, vous imaginez ça. Mais vous dites, mais attendez, c'est pas les Belges, non, non, c'était un des plus effroyables systèmes. D'ailleurs, donc, Kofi Annan a dit, mais ça a été probablement le pire de tous les systèmes esclavagistes africains, hein, celui qui a déstabilisé complètement toute l'Afrique centrale. Et vous voyez qu'au Congo, donc, il y a une crise qui est aujourd'hui cette guerre mondiale africaine, mais dont tout le monde se fout. Personne n'a envie d'envoyer des troupes au Congo. Donc, massacrez-vous. Peut-être qu'un jour, on va se décider à envoyer des casques bleus, mais ce sera des casques bleus bengalis ou des casques bleus, si vous voulez, pakistanais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui est intéressant de voir évoluer, mais vous avez raison sur le fait qu'il y a des crises aujourd'hui où il n'y a plus les gentils et les méchants. Sauf si on les qualifie, nous, de gentils, hein, évidemment. Oui, ça dépend du point de vue sur lequel on se place. Comme oui, mais ça veut dire que nous, on a cette possibilité de fabriquer de l'histoire. C'est vrai. On peut fabriquer l'ennemi. On fait fabriquer des mythes, oui, absolument. Pierre Conessa, merci. Ben de rien. Le temps presse, donc on va arrêter cette interview. Merci, en tout cas, c'était passionnant. Ben non, et puis, merci à très vous. vite.